Alors, bienvenue à ce tout premier épisode de Manger les riches, le podcast où on s'offre en repas, en festin, les riches et les puissants de ce monde. Bon, là, légalement, il faut que je le précise, on a parlé à nos avocats, on veut juste préciser qu'on ne souhaite pas littéralement manger les riches. Non, c'est pas vrai, on n'est pas riche, on n'a pas d'avocat. Je m'appelle Pierre-Luc et je vais être votre hôte pour cette saison et je suis accompagné de mon ami l'humoriste Colin Boudria. Ça va bien, Colin? Ça va très bien, Pierre-Luc. Oui, t'es-tu fébrile? Comme fébrile de commencer ce podcast. Je suis pas fébrile, mais je suis excité. J'ai vraiment hâte, mais j'ai aucun stress, absolument. On va vous présenter le concept, en fait, de Manger les riches avant d'aller plus loin. Donc, c'est quoi Manger les riches? Ben, c'est un podcast dans lequel on va s'attarder à la vie de milliardaires un peu pour découvrir leurs travers, les scandales qu'ils ont essayé de cacher, le passé qu'on connaît moins. Parce que, ironiquement, je trouve que les milliardaires, c'est les gens qui ont le plus de pouvoir en ce moment dans notre société, mais souvent, on sait peu de choses sur eux. Ben, je pense que souvent, ils mettent beaucoup d'efforts et beaucoup d'argent à ce qu'on sache pas certaines affaires sur eux. Exact. Ils contrôlent leur narratif, ils choisissent beaucoup ce qu'on sait sur eux. Fait qu'on va essayer d'aller un peu plus en profondeur et en même temps de se payer la tête de certains milliardaires. Je me présente, mon nom est Pierre-Luc Ouellette, je suis auteur, chroniqueur et naïvement, je crois faire partie de la classe moyenne. Et pour cette première saison, je vais être accompagné du... Tout le monde croit faire partie de la classe moyenne. Je pense que c'est un problème, mais oui. Moi, je m'appelle Colin Boudria, puis je sais très bien que je fais même pas partie de la classe moyenne. Non, parce que tu es humoriste, t'es très riche, là. Ouais. Non, absolument pas. Mais oui, je suis humoriste, effectivement. C'est quoi ta dernière dépense de riche, Colin? Ben, j'ai un bébé. J'ai eu un bébé, ça, c'est quand même vivre au-dessus de ses moyens, tabarnak. Ça, c'est ma grosse dépense de riche. Mais sinon, moi, je suis quelqu'un de très, très frugal dans la vie. Je suis très peu dépensier. C'est vrai que t'es pas un dépensier. Ouais, vraiment pas. Pas un cheap, là, mais t'es pas un dépensier. Il y a des gens qui pensent que je suis cheap. Ah, il y a des gens dans mon entourage qui pensent que je suis cheap. OK, intéressant. Donc, ben voilà, on n'est pas des riches, mais on va s'attarder aujourd'hui sur un riche, et pas n'importe quel, en fait, l'homme le plus riche de la Terre, Elon Musk. Son nom Comment commencer avec quelqu'un d'autre que Elon Musk? Ben, on n'avait pas le choix, je pense. Son nom est sur toutes les lèvres et c'est gestuel dans tous les rassemblements néo-nazis. C'est l'homme de l'heure dans l'actualité. Puis on va aller dans son passé un peu voir les squelettes qui se cachent dans son placard. Là, je sais, ça doit t'étonner, Colin. Elon Musk a déjà fait des affaires pas correctes dans le passé. Oui, mais je suis sûr, honnêtement, tu sais, je sais plein d'affaires sur Elon Musk en général, mais pas beaucoup d'informations précises. Fait que je suis sûr que je vais apprendre plein d'affaires. Je suis j'ai hâte de voir. Moi, honnêtement, en tout cas, je saute je vais un peu vers l'avant, là, mais quand j'ai commencé la recherche, je pensais que je connaissais quand même Elon Musk. Je suis conscient de son existence depuis comme 2015, à peu près 2014. J'avais l'impression de quand même connaître Elon Musk. Puis plus j'ai fait ma recherche, plus j'ai fait « Oh, il y a tellement Tu le connaissais-tu dans le temps? Non, 2015, c'était pas assez vu. Tu connaissais pas dans le temps où il y avait même pas de cheveux? Non. Où il y avait... Moi, je connaissais Elon Musk dans le temps où il y avait encore une calvitie, man. Ah oui, OK, oui, c'est ça. C'est comme le critère hipster des milliardaires. Non, moi, je connais juste Elon Musk post-grève de cheveux. Mais quand même, fait que c'est ça, j'avais l'impression de le connaître. Puis je pense qu'on va apprendre pas mal d'affaires au cours des prochains épisodes, des prochaines heures. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, j'en ai appris beaucoup. Puis peux-tu me dire, d'ailleurs, c'était quoi... Peut-être t'allais en parler plus tard, mais c'était quoi tes sources, genre? Si-tu... Internet, c'est-tu des biographies? Puis si oui, c'est-tu des biographies approuvées ou non de lui? Ou, ben, en fait, oui, tu me devances, mais je vais le dire là. C'est largement inspiré, en fait, le contenu du podcast que vous allez écouter dans les prochaines heures. C'est inspiré largement de 2 livres. Sa biographie qui est sortie en 2023, si je me trompe pas, Elon Musk de Walter Isaacson. Walter Isaacson, c'est un gars qui a fait c'est un biographe célèbre américain là, qui a fait des hommes politiques, qui a fait des personnages historiques, puis il a suivi Elon Musk pendant plusieurs années. Il a eu accès à son entourage et tout ça. Donc, c'est pas une biographie... qui a été commandé par Elon Musk, mettons. C'était vraiment Isaacson qui a approché Elon Musk pour faire sa biographie. Ceci étant dit, il a quand même eu un accès privilégié, qui est intéressant parce qu'il y a eu des infos que personne d'autre a eu, mais qu'il y a aussi le revers de Elon Musk avait quand même... Isaacson garantit qu'il n'y a pas eu de contrôle, qu'il n'a pas demandé à lire le manuscrit de ça. Mais l'accès qu'il y a eu devait être stagé d'une certaine façon. Il n'a pas été là dans tous les moments où, c'est ça. Exact. Ça se peut que c'était géré. Ouais. Puis Musk a quand même choisi ce qu'il lui disait, ce qu'il lui disait pas et tout ça. Donc, c'est sûr que j'ai essayé de compléter aussi mes informations justement pour pas juste avaler le narratif d'Elon Musk. Mais je trouve ça intéressant, cette biographie-là, parce que même si, somme toute, c'est... Je veux pas dire contrôlé, mais tu sais que Elon Musk était impliqué dans le processus.
on n'en sort pas avec une super bonne impression du personnage. Puis ça, c'est la source qui est la plus près d'Elon Musk, mettons, où on a une mauvaise image de lui quand même. Fait que je pense que ça nous démontre que c'est un personnage avec beaucoup de failles. Que même quand il y a un petit peu de contrôle, ça sort pas bien. Là. Exact. Et l'autre source majeure sur laquelle je me suis penché, ça va plus être vers la fin de notre saison quand on va parler de Twitter, c'est Extremely Hardcore Inside Elon Musk's Twitter de Zoe Schaeffer, qui est une journaliste. Elle, c'est une journaliste qui a couvert justement toute l'acquisition de Twitter et tout ça. Elle a parlé à des gens qui travaillent chez Twitter et des gens qui ont été renvoyés dans les suite différentes à l'acquisition. vagues. Exact, dans les différentes vagues de renvoi. Un livre vraiment plus critique là, dans ce cas-là. Fait que ça a été mes deux sources principales, mais évidemment, je suis allé lire aussi beaucoup des articles, que ce soit sur Internet. Je suis allé lire des archives aussi parce que c'est intéressant, puis on en parlera plus tard, mais la vision qu'on a d'Elon Musk a changé beaucoup. Moi, au niveau personnel, mais on le sent beaucoup dans les médias aussi. La façon dont on parlait d'Elon Musk en 2015, en 2017. Il n'y a pas si longtemps, il était vraiment... Et lui et Tesla en général, c'était vraiment comme des paragons des libéralisme, puis t'étais fier d'avoir ta Tesla, puis lui, c'était comme, oui, mais il se bat pour un environnement plus vert, ou blablabla. C'était vrai, on n'avait pas la même opinion il y a genre 7 ans. Là. C'était comme l'espoir d'un capitaliste qui allait nous sauver, mettons, tu sais, qu'on s'accrochait encore de, non, ça se peut, une méga compagnie qui va gagner le jeu, mais qui va le faire pour le bien, tu sais. On a des chances, finalement, je pense, dans les dernières années. Pas pantoute. Donc, ben voilà, on n'avait pas le choix de parler d'Elon Musk parce que c'est l'homme le plus riche de la planète. Au moment où on enregistre, il vaut à peu près 320 milliards US. Sa valeur baisse parce que la valeur de Tesla a baissé dans les derniers mois là, depuis l'entrée en poste de Donald Trump. Mais il est toujours l'homme le plus riche au moment où on enregistre. Non seulement il est l'homme le plus riche de la planète, mais selon la firme Informa Connect, il est en tête de peloton à la course pour devenir le premier trillionnaire de l'histoire. Si ça se poursuit comme c'est parti, ça devrait arriver en 2027 où il deviendrait le premier trillionnaire. Donc là, on parle de 1000 milliards, ce qui est complètement cinglé. J'arrive même pas à avoir une idée de ce que c'est comme argent. Je pense pas qu'on est capable de l'imaginer. Puis pour l'info, je te le dis, c'est pas essentiel de comprendre Elon Musk, mais il serait le premier trillionnaire en 2027. Selon leurs prévisions, il serait rejoint en 2028 par l'Américain Jensen Huang, l'Indien Gautam Adani, et l'Indonésien Prajogo Pangestu. Puis ça, c'est pas une belle victoire pour la diversité. Je sais pas ce que c'est. Très bon point. Donc, voilà. Mais pas de femmes, par exemple. Pas de femmes, non. Ça va être très long avant qu'il y ait une trillionnaire femme. Déjà que les milliardaires sont très, très masculins. Donc, ce portrait de Elon Musk, avant qu'on se lance, je veux juste dire, j'ai décidé d'arrêter avant les élections américaines. Donc, on va parler de sa jeunesse, on va parler de ses premières entreprises, de Tesla, de SpaceX, de Twitter, de Boring Company, tout ça. Mais on arrête avant les élections. Pour deux raisons. Un, je suis déjà tanné d'entendre parler. Oui, pour vrai, chapeau pour le sacrifice que tu as fait là, de préparation, ça devait être horrible. Mais Depuis janvier, là, je fais que lire sur Elon Musk, puis j'ai comme des alertes et je suis en train de devenir un peu fou. Je suis très content d'enregistrer le podcast aujourd'hui aussi, parce que je vais pouvoir fermer le classeur Elon Musk dans ma tête. Donc, il y a ça, mais c'est aussi, honnêtement, que ça change tellement vite en ce moment. T'sais. Oui, il faudrait que tu fasses des updates live sur tes réseaux sociaux. Et ça a déjà pris des mois, ça va être déjà un podcast, j'avertis. Là, on est au début de l'enregistrement, je ne sais pas combien d'heures ça va durer, mais ça va être plusieurs heures. Donc, s'il avait fallu en plus suivre toutes les faits et gestes depuis l'entrée en poste de Trump, ça serait jamais terminé. Donc, qui sait, peut-être qu'un jour, on fera une saison suite sur Elon Musk post-2024. C'est sûr qu'il va y avoir du stock en tabarnak aussi. Oui, est-ce qu'il y aura encore un Internet des podcasts, qui sait? Mais pour le moment, on va arrêter avant l'élection de Trump. C'est pas que la saison 2 soit vraiment élogieuse envers Musk, parce que c'est tout ce qu'on va avoir le droit de faire, mais oui. Surveiller mes clignements d'yeux dans la saison 2. Voilà, fait que est-ce que tu es prêt à partir, Colin? Oui, j'ai très hâte. On y va et on commence avec l'enfance et la famille d'Elon Musk, en fait. Donc, je dis l'enfance, mais avant même de parler de l'enfance de Musk, je vais vous parler de sa famille. Tu sais, quand je vous disais qu'on va aller en profondeur avec Manger les riches, ben, je vous mentais pas, parce qu'on commence ça en 1902 ou en 69 avant Elon, comme faudra bientôt dater toute chose, avec la naissance de Joshua Elon Haldeman, qui est le grand-père maternel de Musk. Je vous le présente parce que c'est vraiment un drôle de personnage. Puis, je sais pas à quel point là, tes ancêtres déterminent ta personnalité et tout ça. Là, on va laisser ça aux scientifiques et aux gens peut-être plus ésotériques que moi aussi. Mais il reste que je pense, pour Elon Musk, il y a une inspiration. Puis il y a beaucoup de traits de caractère d'Haldeman qu'on trouve chez Musk. Je trouvais super intéressant. Donc, je vais vous présenter ce personnage-là. Haldeman est né en 1902 à
Pequot Lake au Minnesota. Si vous savez pas c'est où Pequot Lake, la plus grosse ville à proximité, en fait, s'appelle Brainerd. Et vous avez probablement jamais entendu parler de Brainerd non plus. C'est juste pour vous dire à quel point c'est vraiment creux au Minnesota. Mais c'est pas super important, anyway, d'où ce qui vient, Haldeman, parce que quand il avait 2 ans, son père a développé le diabète. Et sa mère s'est mise à l'étude de la chiropratique pour le traiter. Là, tu me diras, je sais pas ce qu'est le rapport entre la chiropratie et le diabète. Le diabète, mais oui. Et en effet, c'est un peu... ça a comme été légitimé, bizarrement, la chiropratie, mais c'est vraiment une pseudo-science. Oui, c'est weird dans la style. C'est pas reconnu du tout par la communauté médicale et tout ça. Donc, je suis désolé s'il y a des chiropraticiens qui nous écoutent. Mais c'est une pseudo-science. Donc, elle s'est dit qu'elle pourrait peut-être traiter le diabète avec la chiropratie. Et... elle a déménagé, en fait. C'est quand tu craques les os, le chiropratique? Exact. Ouais, c'est vraiment ça. C'est le craquage de dos. Puis, écoute, je sais pas comment qu'elle pensait que ça réglerait le diabète, mais on est en 1904 aussi, fait que les connaissances étaient différentes. Ça devait être... Oui, mais la chiro en 1904, ça devait vraiment être quelque chose. Quand la médecine faisait probablement encore des saignements, la chiro, ça devait être vraiment autre chose. Exact. Donc, c'est ça, quand il y avait 2 ans, Almeida s'est mis à la chiropratie, puis elle a déménagé en Saskatchewan. Puis, fait intéressant, donc, l'arrière-grand-mère maternelle d'Elon Musk est la première chiropraticienne au Canada. Donc, voilà, okay. Mettez ça dans votre... Défrichage, ouais. Exact. Donc, c'est peut-être le premier trait qu'on trouve à Elon Musk de se prétendre scientifique et expert, alors que c'est pas du tout le cas. Puis non, le plan de régler le diabète de son mari n'a pas marché parce que le père de Joshua est mort 5 ans plus tard du diabète. Donc, j'ai pas trouvé de confirmation qu'il est mort du diabète, mais tu sais, on est en 1909, puis sa femme essaie de le guérir en inventant un peu une partie de la chiropratique. Fait que je prends pour acquis que c'est ça qui s'est passé. Soit ça, soit un coup cassé, genre. Ça se peut que ça, oui. ça se peut oui, que il a cassé de la chiropratie. Exact. Donc, Almeida rapidement s'est remarié avec un agriculteur saskatchewanais du nom de Hazelton Wilson. Absolument pas besoin de retenir ce nom-là, mais je trouvais ça malade que le gars s'appelait Hazelton. C'est un nom presque aussi bizarre que le nom de ton fils, Colin. Mais c'est pas le nom le plus bizarre qu'on va entendre dans cette saison-ci, ça, je te le garantis. Non, oui, c'est ça. C'est peut-être un autre trait qui a été transmis génétiquement. Oui, si vous avez bien compris, le grand-père d'Elon Musk était un immigrant. Et non seulement, mais un immigrant du Canada, donc je suis désolé de vous l'apprendre, concitoyen, mais Elon Musk est canadien. Il a la citoyenneté canadienne qui lui vient de son grand-père. Mais il a-tu de là ou il l'a parce que... Moi, je pense que tu m'en avais parlé, mais je savais qu'il y avait une citoyenneté canadienne, mais je pensais que c'est parce qu'il avait revécu au Canada plus tard. Oui, on va y arriver. Il est revenu au Canada plus tard, on va en parler. Puis il a dû demander la citoyenneté, là, il n'est pas né avec, mais il a demandé sa citoyenneté, donc c'est un citoyen canadien maintenant. Fait que c'est ça. Puis pourquoi je prends le temps, en fait, de parler d'Haldeman autant que ça, parce qu'on a déjà beaucoup sur notre menu. Mais en fait, c'est qu'il y a beaucoup de... Comme je disais au début, il s'inspirait... Pas il s'inspirait, mais il y a une partie de... Il admire, en fait, son grand-père. Il y a des traits de personnalité, son goût du risque et les opinions politiques controversées d'Haldeman, c'est quelque chose qui suit encore Musk aujourd'hui. Parce que, bon, c'est ça. Haldeman, une fois adulte, a décidé de suivre les traces de sa mère. Il est parti en Iowa pour aller étudier la chiropratique. Et il est revenu à Moose Jaw pour pratiquer. Donc, il est revenu vivre au Canada. Puis, il s'est acheté une ferme également parce qu'il vivait pas juste de la chiropratique. Il s'est acheté une ferme et il l'a perdu pendant la Grande Dépression. Puis, il a occupé une foule d'emplois. Là, il était cow-boy, participant de rodéo. Bon, c'est un peu 2 fois le même métier, tu me diras, mais techniquement, il comptait comme 2 métiers. Puis la perte de sa ferme, ça l'a politisé davantage. On ne connaissait pas d'implication politique avant la Grande Dépression où il a perdu sa ferme et il s'est mis à militer pour le Crédit social, un parti qu'on se rappelle peut-être parce que ça a été très présent au Québec, le Crédit social. Mais à la base, c'est un parti qui venait des prairies, qui réclamait une réforme monétaire, qui défendait les agriculteurs qui avaient été affectés par la crise économique. C'est assez cohérent avec la situation dans le domaine. Mais c'est aussi un parti qui avait une tendance populiste, conservatrice, chrétienne. Puis on est dans les années 30, fait qu'un parti qui avait aussi un fond très antisémite. Le premier dirigeant du parti du Crédit social, Solon Low, a déclaré à un moment donné publiquement qu'il y avait une conspiration de banquiers juifs derrière tous les problèmes du monde. Puis ça, c'est en 1945, ce qui montre quand même à quel point il était... qui assumait ses convictions, parce que même après la Deuxième Guerre, t'es comme, oui, je comprends qu'on vient de voir la Shoah puis l'Holocauste et tout ça, mais je veux rappeler que c'est quand même les Juifs qui contrôlent le monde. Oui, c'était un gros statement. Fait qu'il était complètement convaincu.
Mais il a changé d'idée. Je sais pas si ça va t'en donner espoir à l'humanité, mais Solano a changé d'idée en 57. Il est allé visiter l'État d'Israël et là, il est revenu un fier défendant de l'État d'Israël. Donc, comme quoi, les idées nazies adjacentes et le support à l'État d'Israël cohabitent depuis longtemps. Oui. On va s'arrêter là pour le moment. Mais ça aussi, ça s'est transmis de génération en génération. Exact. Donc, Haldeman avait déjà de l'expérience politique un peu au sein de ce qui est devenu l'Association chiropratique canadienne. Donc, je dis, bon, il n'y avait pas d'expérience politique. Il s'impliquait dans l'Association des chiropraticiens, mais éventuellement, il est devenu chef du Parti du Crédit social de la Saskatchewan, mais il n'a pas réussi à se faire élire. Puis, pour ce qui est du côté antisémite, bon, là, je parlais de Solano, mais est-ce que Haldeman avait ce côté-là antisémite? Publiquement, il s'affichait contre. Donc, il défendait les Juifs publiquement. Mais il a aussi défendu la publication par un journal du parti, donc un journal officiel du parti, du protocole des sages de Zion. C'est dur de dire que tu défends les Juifs dans ce temps-là. Oui, ben c'est ça, voilà. C'est pas attends, c'est le journal du parti qui l'a... C'était le journal du parti du Crédit social qui avait partagé une réimpression du protocole des sages de Zion. Tout bon, visiblement, Colin, tu sais c'est quoi, mais je veux juste préciser pour ceux que... Moi, j'étais pas super familier, j'ai déjà entendu le nom, mais je sais pas exactement c'est quoi. Dans les grandes lignes, là. Je sais que c'est comme une des premières affaires de propagande anti-juive qui est absolument pas fondée sur rien, puis dont plein de théories du complot découle après. C'est exactement ça. C'est un faux texte qui n'a pas été écrit par des Juifs, mais qui faisait passer pour un texte, en fait, écrit par des Juifs, comme quoi ils contrôlaient le monde et tout ça. Mais c'était un canular, mais un canular qui a été pris au sérieux super longtemps, qui l'est encore, en fait, pris au sérieux par beaucoup de conspirationnistes, puis qui a été, comme tu le dis, du bois au feu antisémite, là, vraiment. Fait que, voilà. Fait que publiquement, il se disait pas antisémite, mais dans ses actions, on peut en douter. Puis même Elon Musk, qui était le gendre de Joshua Haldeman, parce que Joshua Haldeman est le grand-père maternel d'Elon. Errol Musk, on va en parler abondamment dans les prochaines minutes, est le père d'Elon Musk. Mais il a déjà dit, donc, c'est ça, que le bonhomme Haldeman est un sympathisant nazi pendant la Deuxième Guerre. Mais bon, à prendre avec des pincettes, là, c'est pas une source fiable. Elon Musk, il dit beaucoup de choses et leur contraire. Oui, il a de l'air très coloré. Oui, coloré, c'est la façon la plus polie de le décrire, je dirais. Je réussis pas à trouver un autre adjectif qui serait plus poli que ça. Donc, Elon Musk, c'est ça. C'est pas la source la plus fiable, mais en tout cas, il reste que selon lui, Haldeman était un nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et de toute façon, ce qui est arrivé par la suite laisse pas beaucoup de doutes quant aux vraies allégeances politiques de Joshua Haldeman, parce que en 1950, Joshua trouvait que le gouvernement canadien était trop mou, qu'il contrôlait trop les droits des Canadiens. Fait qu'il a décidé d'aller vivre en Afrique du Sud avec sa famille en plein apartheid. Donc, voilà. Ça, c'est quand même quelque chose. Un vrai amoureux de la liberté, il a décidé d'aller s'installer en Afrique du Sud. Oui. De l'apartheid, voilà. Puis lui avait à peu près quel âge à ce moment-là? Il est né en 1902, je disais. Fait que là, on est en 50, il avait 48 ans. OK, quand même, OK. Oui, il y avait une famille, il y avait des enfants. Ouais. La mère à Elon Musk était déjà née à ce moment-là. Puis Joshua, en fait, Haldeman était un grand fan de l'apartheid, donc c'était pas un défaut qu'il ignorait. Il adorait l'apartheid. Il a écrit pendant un certain temps dans un journal sud-africain d'extrême droite qui s'appelle Die Transvaler. J'ai probablement très mal prononcé. Je m'excuse, mon afrikaans, c'est pas super. Mais il disait que c'est l'attitude du gouvernement sud-africain qui l'avait attiré en Afrique du Sud. Okay. Donc, il était vraiment fan. Là. Il a collaboré à un journal de Regina, donc il collaborait à distance, là, le Regina Leader Post. Et il a écrit un article qui défendait l'apartheid. Puis, je vais vous dire comment il décrivait les Noirs sud-africains. J'ai traduit une citation directe. « Les Autochtones sont très primitifs et ne doivent pas être pris au sérieux. Certains font preuve d'ingéniosité dans un emploi routinier, mais les meilleurs d'entre eux ne peuvent pas avoir de responsabilité et vont abuser de leur autorité. Le gouvernement actuel d'Afrique du Sud sait comment gérer la question autochtone. » Fait que, tu sais. C'est ironique en tabarnak que un des trucs qu'ils leur reprochent, c'est qu'ils vont abuser de leur autorité. Exact. Quand t'es un blanc qui est sur le terrain. Ouais, c'est fucked up. T'es un blanc qui est arrivé là. On peut pas leur laisser pouvoir parce qu'ils vont abuser de leur pouvoir. Exact. Fait que laissez moi qui viens de débarquer contrôler les affaires. Exact, c'est malade. Puis tu sais, j'ai même pas cherché de photos d'Haldeman, mais honnêtement, après avoir lu cette citation-là, l'image que j'ai dans ma tête, c'est genre le chasseur raciste dans Jumanji, là. Oui, ok. Ouais, avec le petit chapeau dans ma tête, c'est la seule chose de quoi qu'il peut avoir l'air. Voilà, donc, outre le fait qu'il est un sacré raciste, Haldeman, il y a une autre chose qu'il faut savoir sur lui. C'était un adhérent du mouvement technocrate.
Donc, pour lui, le gouvernement devrait être contrôlé, pas par des élus, mais par une élite d'experts. Donc, les gens les plus intelligents, les gens qui sont dans l'innovation, dans la technologie. Puis là, je sais pas si vous faites des liens avec ce qui se passe en ce moment. Parce que très avec Elon Musk, mais très aussi, il était en avance sur son temps dans le sens où ça, c'est très Silicon Valley depuis 20 ans. Là. Complètement. Mais ouais, c'est quand même quelque chose. On dirait que, tu sais, j'ai lu ça, puis j'ai comme entendu l'espèce de petite musique de film d'horreur qui monte en arrière, t'es comme, et voilà. Fait que c'est un technocrate raciste. Puis pour en rajouter, Haldeman a écrit 2 ouvrages conspirationnistes qu'on lui connaît. Je dis qu'on lui connaît parce que c'était quand même une autre époque. Quand tu t'auto-publiais, il fallait que tu tapais à dactylo ton ouvrage, puis t'en faisais des photocopies que tu essaies de distribuer. Fait qu'on soupçonne qu'il en a écrit beaucoup plus, mais il y en a 2 qui sont rendus jusqu'à nous. C'est pas comme maintenant où les PDF sont sur Internet à jamais. Donc, son travail, c'était dessus parce qu'il contribuait avec 2 journaux, il a écrit des livres conspirationnistes, c'était un écrivain. Son revenu était de l'écriture? Non, c'était son hobby. Okay. C'était son hobby, les écrits conspirationnistes. C'était un chiropraticien, puis il s'impliquait dans la politique, mais voilà. Donc, il a écrit 2 ouvrages qu'on lui connaît. The International Conspiracy to Establish a World Dictatorship and the Menace to South Africa, qui dénonçait une prétendue conspiration qui menaçait l'homme blanc au profit des minorités, allant des communistes aux noirs. Et son second ouvrage, c'est The International Conspiracy in Health, qui dénonçait le fluor, la vaccination et l'assurance santé. OK, lui, il était en avance sur son temps. Un précurseur. Puis, s'il y a une autre affaire aussi à savoir sur Joshua Haldeman, c'est que, et là, tu verras peut-être des traits avec son petit-fils, lui se considérait comme un génie, mais il était probablement un épais. Parce que quand il habitait encore à Moose Jaw, il a été visité par un charlatan qui s'appelait William Hunt, alias le Grand Farini. Donc, c'était une espèce d'embobineur qui se promenait de ville en ville. Puis il est venu justement à Moose Jaw, puis il a raconté l'histoire d'une ville perdue qu'il aurait trouvée en traversant le désert du Kalahari en Afrique du Sud. Puis Haldeman est devenu fasciné par cette histoire-là. Et c'est possiblement une des raisons qui l'a poussé... Pour laquelle il est allé en Afrique du Sud. Aller en Afrique du Sud, au-delà de son amour pour l'apartheid, c'est qu'il voulait trouver la ville perdue du désert du Kalahari. Qui était supposé avoir des richesses, genre? Oui, sort of. Tu sais, il se prenait un peu pour Indiana Jones. Fait que chaque année, pendant un mois, là, c'est long quand même, là. C'était toutes ses vacances, là. Toute la famille Haldeman partait dans le désert du Kalahari à la recherche de la cité perdue. De grand-papa. Hey, viens-t'en, on va essayer de trouver la cité perdue de grand-papa. Il fallait qu'ils chassent leur nourriture, puis ils dormaient avec des fusils pour protéger des lions qui s'approchaient de leur campement pendant la nuit. Puis coup de théâtre, ils n'ont jamais trouvé la cité de Kalahari. Puis là, tu sais, quand je dis ses enfants, c'est la mère Elon Musk, mettons. Tu sais, c'est là-dedans qu'elle a grandi, que chaque été, pendant un mois, il allait dormir dans le désert, chasser le lion, puis essayer de trouver une cité perdue. Puis d'ailleurs, les experts s'entendent pour dire que la raison pour laquelle il aurait échoué dans sa quête de trouver la cité de Kalahari, c'est parce que la cité n'existe pas. Tu m'étonnes, oui. En fait, il y a des recherches qui ont été faites parce que c'était quand même une histoire qui était courante. Là. C'était pas juste le Grand Farini qui comptait ça. Et puis, ce qu'il aurait trouvé, en fait, le Grand Farini, c'est des roches qui étaient disposées de façon un peu weird, verticale, puis qui étaient lisses, puis qui ressemblaient à des murs. Mais qui était un truc naturel. Mais c'était juste une formation de roches qui ressemblait vaguement à des murs, et il s'est imaginé qu'il avait trouvé une cité perdue. C'est l'hypothèse la plus probable. Fait que va aller chercher là, sur Internet, il y a des photos de la cité perdue, puis c'est vraiment comme 5 roches de bout. Okay. Parce que je veux savoir, le grand-père maternel, il était-tu hyper riche ou non? Parce que si il est chiropraticien, parce qu'il y a vraiment une attitude puis une politique d'homme blanc privilégié qui veut maintenir ses privilèges, mais il semble pas être si riche que ça. Je pense pas qu'il était immensément riche. Je pense qu'il était probablement privilégié parce qu'il était un blanc... Oui, en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Mais de ce que j'ai vu, en tout cas, de ce que j'ai lu, il était pas particulièrement riche. Je pense qu'il était confortable, là, mais je pense pas. Il n'était pas un multimillionnaire et un grand baron, oui, tout ça. Elon n'a pas vraiment connu son grand-père. Il le connaît plus par légende parce qu'il y avait 3 ans, en fait, quand Joshua Haldeman est mort. Donc, ils n'ont pas beaucoup été en contact. Fait que c'est ça. Tu sais, quand je dis je veux pas faire un raccourci de faire un lien direct entre ces idées, tu sais, il a entendu parler, mais un peu comme le grand-père un peu légendaire que tout le monde se raconte l'histoire, mais il l'a pas beaucoup connu. Mais il reste que l'héritage qui est indéniable, en tout cas, c'est qu'en cause d'Haldeman, Musk a grandi en Afrique du Sud et avec une mère qui a grandi en entendant aussi ses opinions pour le moins radicales. Là.
Puis il est mort dans un accident d'avion, en fait. Il pilotait des avions et tout ça. Puis je pense qu'il donnait un cours de pilotage. Je me trompe pas, là. Je veux pas... ça me surprend pas. Quand t'as dit accident d'avion, j'étais sûr que c'est lui qui conduisait. Ça fait vraiment comme mais je pense qu'il donnait un cours de pilotage, mais ils sont pris dans des lignes électriques, puis il est mort comme ça. Voilà. Mais c'est pas le seul hurluberlu dans la famille. Je vous dirais que Joshua Haldeman fait passer... en fait, c'est pas vrai. Je recommence ma phrase. Elon Musk, c'est le plus weird de la famille, mais à un niveau vraiment inquiétant. Elon Musk, c'est le père d'Elon. Puis c'est ça, vous allez voir que comparé à Errol, Joshua a l'air d'une personne complètement saine d'esprit. Je vous présente Elon Musk parce que c'est vraiment... Moi, je pense que c'est la clé de voûte pour comprendre Elon Musk. Moi, c'est le seul de son entourage, à part les histoires, puis on va y venir plus tard, j'imagine, de sa fille à Elon. C'est la seule personne de son entourage que je connais, dont j'ai entendu parler, j'ai vu des photos, je vois c'est qui. Ouais. Mais il est très vocal dans les médias. Dans les médias, il y avait même une chaîne YouTube, là, un moment où il parlait, genre, justement, de Elon et tout ça. Fait qu'on va prendre le temps de s'y attarder parce que je pense que c'est un personnage important. Donc, Elon Musk est né en 1946 à Pretoria, en Afrique du Sud. Donc, lui, il est vraiment sud-africain. Il avait la réputation d'être un jeune homme à la fois charismatique et coureur de jupons. Pour te donner une idée, en fait, du genre de personnage que c'était, je vais te raconter sa rencontre avec Mae Musk, qui est la mère d'Elon. Donc, ils se sont rencontrés à l'école secondaire. Apparemment, Mae était une super belle femme, était déjà mannequin quand elle était au secondaire. Fait qu'ils se sont fréquentés à l'époque. Et même s'il était ado, Errol la demandait constamment en mariage. Puis elle disait tout le temps non. Parce qu'il était des mineurs, mais aussi parce qu'elle lui faisait pas confiance. Et avec raison, parce qu'il la trompait constamment. Puis là, je vous rappelle qu'ils sont au secondaire, là. Oh oui. Comme ils arrêtent pas de la demander en mariage et de la tromper. Puis ils ont comme 16 ans, tu sais. C'est ce genre de personnage. Et elle raconte qu'elle a tellement eu de peine quand ils se sont laissés, que quand elle a su, en fait, qu'elle a trompé, qu'elle a arrêté de manger pendant une semaine. Mais elle dit, ça m'a fait perdre 10 livres, puis ça m'a permis de gagner un concours de beauté, puis de devenir finaliste pour Miss South Africa. Fait que dans le fond, c'est pas si pire. Okay. Fait qu'il y a quand même 2 bons parents. Mais est allée à l'université en nutrition. Puis quand elle a gradué de l'université, Errol est revenu la voir. C'est drôle qu'elle soit allée en nutrition. Juste après avoir dit, mes peines d'amour, ça m'a fait perdre du poids, puis c'était vraiment une bonne chose, tout le monde. Je vais aller étudier en nutrition. Donc, il l'a retrouvé après l'université, puis il l'a encore demandé en mariage. Puis il a dit, je te promets que si on se marie, je vais devenir fidèle. C'est ça qui me manquait. Il faut ton engagement pour que... Oui, c'est ça. Tu sais, comme, il est prudent, il est comme, je deviendrai pas fidèle avant, mais une fois après, OK. C'est pas l'offre la plus attirante du monde, mais Mae a dit oui. Parce qu'elle venait de laisser un autre gars qui était aussi infidèle. Fait qu'elle était comme, oui, tous les gars sont infidèles. Puis elle avait pris du poids, puis elle avait peur de jamais se trouver de mari si elle devenait grosse. Fait que ça, c'est le raisonnement. Pourquoi elle a dit oui. De nutritionniste des années 50. De nutritionniste des années 50, complètement. Fait que je sais pas si t'as des papillons devant cette belle histoire. Ils se sont mariés en 1970, puis leur voyage de noces, Errol a amené Mae en voyage en France. Jusque-là, tu fais comme, ah oui, OK, c'est cute quand même, Paris, tu sais, pour une lune de miel, c'est pas pire. Sauf que le soir de Mais juste dans les territoires occupés, juste dans les... Sauf que le soir de leur lune de miel, il a acheté plein de magazines Playboy parce que c'était illégal à ce moment-là en Afrique du Sud. Il les a tous étendus sur le lit, puis il les a regardés toute la soirée pendant que Mae le regardait checker ses Playboy dans le lit. Wow! Okay. Puis ça, c'était leur lune de miel. OK. Fait que, voilà. Ça augure bien, là, ça augure vraiment bien. Exact. Elon Musk, c'est le genre de gars qui marie son kick du secondaire en lui promettant qu'il va devenir fidèle, puis le soir de la lune de miel, il l'amène à Paris, il l'a regardé lire des Playboy. Mais voilà. Mais c'était pour les articles. Les articles étaient juste vraiment, vraiment bons. Exact, c'est ça. C'est un intello, dans le fond. C'est vraiment juste ça, son problème. Son seul défaut, c'était d'être infidèle. Je passerais pas autant de temps sur Elon Musk. Mais il y a une personnalité vraiment particulière. Je suis pas psychiatre, là, mais on peut lui deviner des troubles de santé mentale assez aisément qu'on lit sur le bonhomme. C'est ça, tu sais, je suis pas psychiatre, j'ai étudié à l'école de l'humour, fait que what the fuck do I know? Mais il y a beaucoup d'exemples de troubles de santé mentale à l'école. Tu vois oui, il y a beaucoup de choses qui clochent quand même. Voilà. Donc, on va reparler en masse d'Elon Musk, mais là, on est dans un podcast sur Elon Musk, fait que je te propose qu'on le fasse entrer en scène. C'est bon, ça a juste pris 20 minutes dans notre podcast sur Elon Musk avant qu'on parle d'Elon Musk. Génial. Moi, je pensais que le premier épisode, ça serait juste le background familial. Fait qu'à date, ça va plus vite que je pensais. Ça va vite, parfait. On laisse Errol de côté. Il va revenir très, très, très vite. Inquiète-toi pas. Mais on va parler un peu de l'enfance d'Elon Musk. Donc, Elon est le plus vieux
du couple de May et Errol. Il y a 2 frères et sœurs, Kimball Musk et Tosca. Il est né le 28 juin 1971, donc 1 an après leur fameuse lune de miel parisienne, à Pretoria comme son père. Donc, enfant, Elon Musk était lunatique et il avait beaucoup de difficultés sociales à l'école. Là, je vais juste faire une petite note sur... parce que c'est en sous-texte, surtout de son enfance, là, sur l'autisme d'Elon Musk. On ne sait pas, en tout cas, officiellement, il n'y a pas eu de diagnostic. Lui, il a annoncé au monde qu'il était autiste quand il a hosté SNL. Okay. Mais ça sera un autodiagnostic de ce qu'on en sait. Peut-être qu'il a consulté en privé des psychiatres et qu'on ne sait pas, là, mais ça sera un autodiagnostic. Après, bon, de ce que j'en connais, et tu sais peut-être plus que moi, tu as une maîtrise en psychologie quand même. Oui, mais... mais c'est passé par des diagnostics. Mais ça file pas si surprenant que ça. Oui, bon, disons que c'est ça. Les pièces de puzzle s'emboîtent assez bien pour dire qu'il a probablement raison, mais on n'a pas de diagnostic officiel, du moins qu'on sache. Et lui, il utilise tout le temps le terme Asperger, que j'utiliserai pas parce que, en fait, c'est un terme qui est plus privilégié par la communauté médicale pour une foule de raisons. On parle plutôt du trouble du spectre de l'autisme maintenant. Mais entre autres, une des raisons, c'est qu'Asperger était un médecin nazi. Ce qui semble vraiment moins dérangeant. C'est vouloir dire Asperger, en fait. Exact. C'est vraiment ça qui est... Vous comprendrez qu'Elon Musk s'en sac pas mal de dire Asperger. Mais pour les biens de ce podcast, quand je vais parler du potentiel autisme d'Elon Musk, on va parler de trouble de spectre de l'autisme ou d'autisme, tout simplement. Donc, ces traits-là, on les trouvait assez tôt dans son enfance. Quand il avait 3 ans, May a décidé de l'inscrire dans une prématernelle parce qu'elle se disait qu'elle avait une curiosité intellectuelle extraordinaire qu'il fallait nourrir. Le directeur de cette prématernelle-là a essayé de la décourager parce que Elon allait être le plus petit puis le plus jeune de sa classe. Et il disait ça risque d'être super difficile de s'intégrer, ça pourrait lui causer des problèmes en fait de sociabilité avec les enfants, tu sais, qui vont perdurer et tout ça. Mais May a insisté, elle disait mon fils est un génie. Il faut qu'il aille à l'école. Et la suite, il a donné tort. Pas que c'est pas un génie, puis je dis pas ça pour rire, je rirais pas de l'intelligence d'un enfant. Là. Je comprends qu'on n'aime pas Elon Musk adulte, mais je rirais pas d'Elon Musk enfant. Mais le directeur avait raison, en fait, parce que il y a eu énormément de difficultés à s'intégrer. Il n'a jamais réussi à s'intégrer. En fait, rendu au primaire, il avait développé comme stratégie de s'isoler dans son monde intérieur en se coupant complètement de l'extérieur. Mais quand je dis de se couper de l'extérieur, c'est pas juste qu'il jouait dans son coin, c'est qu'il devenait stoïque. Là. Il n'y avait plus de réaction aux stimuli externes. Apparemment que les enfants s'amusaient à taper dans sa face, puis tout ça, puis il se passait rien. Il était complètement bloqué, isolé dans son monde. Puis le directeur de l'école primaire d'Elon Musk a fait venir les parents pour dire qu'il soupçonnait l'enfant d'être, puis là, pardonnez-moi le mot, il soupçonnait d'être retardé. Ça en dit plus long sur le système scolaire en Afrique du Sud dans les années 70 que sur Elon Musk, là, pour être honnête. Mais c'est ça, il y a des gros problèmes d'intégration. Il était souvent le plus petit de sa classe aussi. Il comprenait pas les codes sociaux. Puis il avait apparemment peu d'empathie et de reconnaissance envers les autres. Fait que tout ça, c'était le cocktail parfait pour être le rejet de la classe. Puis il y avait une tendance, probablement héritée de son père, à traiter tout le monde de stupide. La meilleure traduction serait idiot, mais en anglais, il dirait vraiment stupide. Donc, il y avait apparemment tendance à traiter tous les autres élèves d'idiots constamment. La seule interaction qu'il y a avec les gens, c'est quand il est très d'idiot, puis sinon, il est juste bloqué. Ouais. Exact. Fait que tu sais, je résume, il était petit, plus jeune, dans sa bulle, mais d'une façon super weird pour des enfants. Il n'y avait pas d'empathie, puis il traitait tout le monde d'idiot constamment. Fait que je ne serais pas surpris d'apprendre qu'il vivait de l'intimidation à l'école. J'en ris, mais c'est honnêtement pas drôle. Tu sais, c'est ça, je le dis à la blague, mais c'est super triste, en fait. Tu sais, j'aime pas le Elon Musk d'aujourd'hui, évidemment, qui est un milliardaire aux accointances nazies et tout ça. Mais je pense qu'on peut détester cet homme et avoir de l'empathie pour l'enfant. Oui, parce que oui, les enfants, oui, tout à fait. Tu sais, qui avait clairement des problèmes de santé mentale, probablement de l'autisme, probablement d'autres problèmes de santé aussi, qui se faisaient intimider. Puis, tu sais, j'irais même jusqu'à dire que peut-être que si son entourage n'a pas su répondre à ça, en fait, on en voit beaucoup de traces. Puis, tu sais, j'irais même jusqu'à dire peut-être que si son entourage avait mieux été outillé, peut-être qu'on même l'adulte qui est aujourd'hui, il découle de ça, c'est sûr. Exact, tu sais, mais on était en Afrique du Sud dans les années 70, ça fait 50 ans. On ne saura jamais ce qui serait arrivé, mais on peut faire l'hypothèse. Mais en tout cas, si son entourage était mal outillé, le moins outillé de tous était sans aucun doute Errol. À un moment donné, il y a une anecdote qui est racontée dans sa biographie où l'enseignante d'Elon a fait venir Errol aimer parce qu'elle avait des difficultés avec Elon Musk dans sa classe. Elle a
nous a dit, il passe ses journées à regarder par la fenêtre et quand je lui dis de se concentrer, il me répond, les feuilles sont en train de brunir. Puis la réponse d'Errol, il a regardé par la fenêtre puis il a fait, il a raison, les feuilles sont en train de brunir. Ben ça sonne relativement positif. Ça peut être comme je back mon enfant face au professeur qu'il trouve étrange. Mais moi, ma lecture, c'était plus, il paraît que l'autisme, c'est génétique, puis j'ai quand même un suspect. Là. Je te mentirais pas. Là. Mais, tu sais, si c'était juste ça, en effet, c'est vraiment pas si pire. Mais j'ai une histoire qui est racontée aussi dans sa biographie des Axon qui explique, qui démontre vraiment quel genre de père Errol était. Donc, un matin, il y a un élève qui a accroché Hélène par accident, puis Hélène l'a repoussé en retour. Ils se sont mis à s'insulter, puis à récré, l'élève l'attendait. Fait qu'ils ont trouvé, en fait, Hélène qui était dans un coin, genre de la cour de récré, puis qui mangeait un sandwich en ciment dans les escaliers. Ils sont mis une gang, ils l'ont botté dans le derrière de la tête, ils l'ont poussé en bas des marches en ciment, puis ils l'ont tabassé. Mais tu sais, une grosse bagarre. Son frère Kimball, qui allait à l'école avec, il dit quand ils l'ont lâché, sa face était tellement enflée qu'il reconnaissait pas son frère. Puis là, on parle d'un enfant, il est au primaire encore, là, fait qu'il a peut-être 8 ans à peu près à ce moment-là. C'est fucked up. Et là, on a déjà été hospitalisé, en fait. Puis des décès... À cause de trucs à l'école. À cause de cette fois-là, okay. Cette fois, il s'est fait tabasser là. Il a déjà été hospitalisé, puis pendant des décennies, il a eu besoin de chirurgie pour corriger entre autres son nez qui a été vraiment abîmé. Il y a des problèmes de respiration à cause c'est ça. Ils l'ont battu, mais ils l'ont battu à un niveau où c'était dangereux pour sa vie. Fait qu'on s'entend, c'est tragique, il est hospitalisé. Errol a pris le bord de l'enfant qui a battu son fils. Il a dit à au biographe d'Elon Musk, le père de cet enfant-là venait de se suicider, puis Elon l'a traité d'idiot. Elon a tendance à traiter les gens d'idiots. Comment tu veux-tu que j'en veuille à cet enfant-là? Ouais, OK. Puis attends, puis ça, c'est... Errol a parlé directement au biographe de Elon. C'est pas Elon qui a dit ce que son père avait dit. C'est vraiment... Non. OK. Oui, exactement. Même des années plus tard, il backait l'enfant qui avait battu. C'est ça, on parle dans les années 2020, là, au moment où il déclare ça. Fait que ça fait 40 ans, 45 ans que cette histoire-là est arrivée, puis comme c'est l'enfant qui avait raison de sacrer une volée. En parlant de son fils qui était hospitalisé parce qu'il s'est fait battre. Up, là, tu sais, à un niveau dangereux pour sa vie, mettons, c'est complètement fou. Puis son père l'a aussi envoyé à la Veld School. C'est un terme en afrikaans qui veut dire école sauvage, Veld, Wild et School. Ben, School, ça va. Fait que à l'école sauvage, c'est un camp d'été en nature pour les jeunes garçons en Afrique du Sud et ça avait la réputation d'être extrêmement violent. À la fin de la première semaine, les moniteurs divisaient tous les enfants en 2 équipes puis ils leur disaient de s'attaquer. La meilleure équipe gagne. OK, c'était structuré pour être violent. C'était pas juste... Des fois, on tourne le dos puis ils se battent. Là. C'était OK. Oui, c'était une violence structurée par le camp. C'était comme pour un peu aussi aider les jeunes à se redresser. C'était ça leur logique des années 70 du fin fond de l'Afrique du Sud, de l'apartheid. Puis c'était pas rare. Une fois de temps en temps, à chaque quelques années, il y a un enfant qui mourait pendant le camp. Puis les moniteurs se servaient de ça pour motiver les autres enfants à pas mourir comme l'autre enfant cave qui est mort l'an passé. Faites pas comme Kevin, genre. Le gros poche qui est mort. Il se moque encore de lui des années après que l'enfant soit mort. Ouais. C'est complètement cinglé, là. Puis il y avait pas assez d'eau puis de bouffe pour tout le monde. Fait qu'il encourageait les enfants à se battre pour avoir de la nourriture, pour avoir de l'eau. Elon était encore une fois un petit enfant à ce moment-là. Il était jeune, mais il était aussi petit pour son âge. Aujourd'hui, je pense pas qu'il est spécialement petit, mais en tout cas, dans sa jeunesse, je pense qu'il doit avoir une poussée de croissance à l'adolescence parce que c'était un petit enfant. Puis il dit qu'il a perdu 10 livres pendant son séjour. 10 livres pour un enfant, c'est gigantesque. Là. Oui, c'est énorme. C'est comme sa mère en peine d'amour sexe. Exact. Puis pourquoi je te raconte ça, en fait? Parce qu'Errol, lui-même, il se vante que la vie à la vet school était plus facile que la vie à la maison qu'il imposait à ses enfants. Il en est fier, en fait, du régime super strict et autoritaire. Je présume qu'ils sont pas en contact. Plus maintenant. Je vais revenir plus tard parce qu'il y a des raisons complètement cinglées pour pourquoi ils sont plus en contact. Okay, c'était pas juste comment tu m'as élevé, papa, je veux plus jamais rien savoir de toi. Okay. Ils ont eu beaucoup de tensions, il y a eu des moments où ils se parlaient moins en cause de ça, justement. Mais Elon, à plusieurs moments dans sa vie, a essayé quand même de reprendre contact avec son père, mais il y a une raison pourquoi aujourd'hui il se parle plus du tout. Je vais garder le punch pour plus tard, mais gardez ça en tête. Dans quelques heures, vous allez faire « Ah oui, c'est complètement cinglé la raison pour laquelle il se parle plus. » Puis je peux pas en vouloir à Elon Musk. Là. C'est vraiment Errol le méchant dans cette histoire-là. Donc oui, l'ambiance était super autoritaire là, dans la maisonnée des Musk. Une des techniques de discipline préférées d'Errol, en fait, c'était qu'il obligeait ses enfants à se tenir debout dans la cuisine, puis il leur hurlait des insultes par la tête pendant des heures. Puis les enfants avaient pas le droit de bouger et de répondre. Il fallait qu'ils restent debout et qu'ils écoutent les pires insultes qu'un adulte
un peu dérangé, clairement. Puis il était capable d'inventer. Lui, y a-tu une espèce de rationnel de... C'est abusif, peu importe, mais y a-tu une espèce de rationnel de c'est bon pour un enfant, ça va leur forger le caractère, ou c'est vraiment juste, il y avait une soupape, puis il fallait qu'il soit violent avec des enfants? Je pense que la vraie raison, c'est la deuxième. Oui, OK. Je pense que, mais rationnellement, tu sais, son explication rationnelle, c'est ça, c'est la vie était dure, surtout en Afrique du Sud, et il fallait que j'endurcisse mes enfants pour qu'ils soient capables de s'en sortir. Puis même, lui, je pense qu'il se prend une partie du mérite du succès de ses enfants. Kimball aussi a eu des gros succès. Il n'est pas l'homme le plus riche de la planète, mais Kimball est un homme d'affaires qui a eu beaucoup de succès aussi. Mais Elon, particulièrement, est devenu l'homme le plus riche et possiblement le plus puissant de la planète. Je pense que pour Harold, c'est parce que... Oui, c'est grâce à moi. C'est parce que je l'ai traité d'idiot pendant des heures quand il était petit. Tu sais, fait que c'est ça, tout le temps, tu dis traité d'idiot. Apparemment que Elon a reproduit complètement les insultes qu'il recevait, en fait, là, ce qui est quand même assez normal, mais sa manie de traiter tout le monde de stupide vient c'est clair. Très clairement de son père. Ça pouvait durer des heures, apparemment. Puis c'est ça. Puis quand il est sorti de l'hôpital, tu sais, je te disais, il s'était fait sacrer une volée. Tout ça. Quand il est sorti de l'hôpital, une des premières affaires que son père a fait, c'est va dans la cuisine, puis l'a insulté pendant 1 heure parce qu'il s'était fait battre, puis que c'était inacceptable. Idiot avec ta grosse face gonflée! Ouais. Ça n'a aucun sens. La DPJ n'existait pas, je pense, en Afrique du Sud dans les années 70. Puis il était pas juste violent avec les enfants, en fait, il était évidemment aussi violent avec... Et attends, c'était quoi son travail, tu me l'as-tu dit? Non, pas encore. Ça va venir un peu plus tard, mais c'est une espèce d'homme d'affaires politicien qui touchait un peu à tout. On va y revenir, là. Mais il a occupé beaucoup de métiers, je dirais. Fait que c'est ça. Il battait la mère d'Elon, d'ailleurs, mais elle raconte dans la biographie que quand Elon avait 5 ans, il donnait des coups de pied dans les genoux à son père pendant qu'elle battait en espérant que ça l'empêche de battre sa mère, tu sais. Fait que, voilà. Mais il a demandé le divorce, sans surprise. Au début, les enfants ont vécu avec May, elle était plus affectueuse et responsable que Errol. On va reparler un peu de May Musk là, au fil du podcast, moins. Je dirais pas que c'est une personne, c'est un paragon de santé mentale et mais c'était de loin la moins pire. Mais comparé à Errol, c'est absolument la moins pire. Puis y a-tu des périodes où les enfants étaient gardés exclusivement par leur père? Oui. OK, c'est ça. Ça devait être le bordel. Là. En fait, oui, c'est ça. Au début, il était avec May. Fait que, puis, tu sais, un homme violent qui essaie de garder le contrôle, là, elle les envoyait en visite par train chez leur père parce qu'elle n'est pas restée à Pretoria. Fait qu'elle les envoyait par train, tu sais, pour les droits de visite. Et puis, ils renvoyaient toujours sans leur bagage. Puis sa logique, c'était être obligé de racheter du linge à chaque fois. Puis maintenant, elle va être tellement pauvre qu'elle n'aura pas le choix d'en revenir avec moi. Okay, ouais. Ce qui est de la logique d'homme violent, là, complètement dingue. Puis, Errol, en fait, il a empiré avec les années. Ce qui est comme... Déjà, il partait de loin, mais apparemment qu'il a empiré avec les années. Il était déjà conspirationniste un peu à l'époque, avait tendance à inventer des histoires, au point où les enfants, Moss, disent qu'il en venait à douter de la réalité. Kimball, en fait, dit même que c'était comme une forme de torture qui pour lui, en tout cas, le frère Elon, il dit pour lui, c'était quasiment aussi pire que la violence verbale et physique dont il faisait l'objet parce que il dit, t'es un enfant, ton père, c'est ton repère, c'est ton guide un peu, puis il dit, il te fait douter de la réalité du monde, puis il dit, à un moment donné, c'était super difficile à réconcilier, tu sais. Il raconte qu'une fois, par exemple... Mais c'était pas genre du gaslighting, c'était pas... C'est vrai, il leur partageait des trucs que lui, il croyait vraiment. Exact. Okay. Ils disent qu'à un moment donné, ils sont rentrés à la maison avec des amis, puis ils ont trouvé leur père en bobette dans la cuisine, qui mettait une petite roulette de casino dans le micro-ondes, parce qu'il pensait qu'il avait trouvé le secret des probabilités, qu'en mettant la roulette de casino au micro-ondes, il était capable de contrôler les chiffres qui allaient sortir, tu sais. Fait que, tu sais, je te dis tout ça, puis on va reparler en masse d'Elon, là, mais je te dis tout ça parce que je pense que, sans être, justement, je remets les guillemets de « je ne suis pas psychiatre », je sais pas, mais je pense que c'est assez facile de tracer un lien entre la jeunesse qu'il a eue, la personnalité de son père et les problèmes dont souffre Elon Musk aujourd'hui. Je pense pas que personne regarde Elon Musk en ce moment, là, en se disant c'est un homme heureux et équilibré, tu sais. On a pleinement le droit de le détester, tu sais, puis il est pas le seul à avoir des traumas d'enfance et je pense pas que ça excuse de faire la promotion d'un gouvernement fasciste, tu sais. C'est pas une excuse, mais je pense que c'est facile de comprendre qu'il y a un lien assez clair entre les deux, tu sais.
Puis, pour un peu appuyer mon point, je veux citer la première femme d'Elon Musk, Justin Wilson, qui a dit à Walter Isaacson, et puis là, c'est une citation directe que j'ai traduite moi-même. Il y a une version française de la biographie, mais je m'excuse, j'ai lu la biographie dans la langue originale, donc ça va être ma traduction. Donc, Justin Wilson, la première femme d'Elon Musk, qui dit « Avec une enfance comme la sienne en Afrique du Sud, je pense qu'il faut que tu apprennes à te refermer émotionnellement d'une certaine façon. Si ton père te traite toujours de moron et d'idiot, peut-être que la seule réponse possible, c'est de fermer en toi tout ce qui aurait pu ouvrir une dimension émotionnelle que tu n'étais pas équipé pour gérer. » Donc, tu sais, le manque d'empathie d'Elon Musk qui était déjà observable à l'enfance, puis je pense qu'il l'est vraiment aujourd'hui, est-ce qu'il est acquis ou inné? Ben, tu sais, la réponse, c'est peut-être un peu des deux. Donc, je reviens un petit peu sur Elon. Il était un enfant. Il n'avait pas d'amis à part son frère, dont il est toujours super proche d'ailleurs. Puis, mais la solitude lui pesait. Il y a des enfants qui sont solitaires, mais qui sont assez bien avec le fait de ne pas avoir beaucoup d'amis. Mais c'était pas son cas. Il rêvait d'avoir des amis à ramener à la maison, mais il savait pas comment faire. Puis pour gérer cette peine-là, en fait, son refuge, ça a été la science-fiction et la fantasy. Il s'est mis à triper sur The Hitchhiker's Guide to the Galaxy de Douglas Adams, que tu connais probablement, oui. Sur Donjon Dragon. Puis d'ailleurs, il y a un de ses cousins qui dit qu'il était un DM vraiment doux et patient. Puis il dit que c'est la seule fois qu'il a observé ces qualités-là chez Elon Musk. C'est à son meilleur, en fait. C'est le moment où il est le plus humain. Exact. Le meilleur Elon Musk, c'est le Elon Musk DM de Donjon Dragon. Puis dans les jeux vidéo, beaucoup. On va revenir sur la question de l'intelligence d'Elon Musk. Il y a beaucoup de gens qui en parlent comme un génie absolu, d'autres qui en parlent comme un complet taré. Je pense que la vérité, probablement... c'est plus complexe que ces deux affaires-là. Ouais. Je pense que la vérité est quelque part entre les deux, mais c'est certainement pas un idiot, en tout cas. Pour l'anecdote, à 13 ans, il a développé lui-même un jeu vidéo, Blastar, que ça s'appelait, sur un ordinateur qu'il avait acheté lui-même avec son argent de poche, puis il a publié le code dans un magazine, parce que c'était ça, à l'époque, là, c'est de quoi qu'on oublie, mais le code pouvait rentrer sur une page, 2 pages, fait qu'il y avait des magazines de jeux vidéo où il faisait juste imprimer des codes de jeux que des gens avaient soumis. Puis après ça, t'arrivais chez vous, t'as recopié ce code-là à la main, puis tu pouvais jouer au jeu. T'sais. C'était ta façon de télécharger le jeu, si tu veux, c'est en copiant le code à la main. Donc, il a fait ça, mais à 13 ans. Ce qui est quand même impressionnant, là, parce que c'était aussi, il n'y avait pas les outils de programmation qu'on a aujourd'hui. Il fallait vraiment que tu programmes à la mitaine. Là, donc, est-ce qu'Elon Musk est vraiment un génie, comme sa mère le pensait? Je sais pas, mais c'est certainement pas un complet idiot. Je vais lui donner au moins ces fleurs-là. Là. Quand même impressionnant. Mais à l'école, il était pas génial. Il avait des bonnes notes sans plus. Selon ses relevés de notes, il était bon en maths. Ses profs, en fait, disaient qu'il était bon en maths, créatif, mais qu'il était lent et distrait. Il était pourri en afrikaans, qui est la langue de l'Afrique du Sud, puis en religion. Mais lui, il dit que ça venait d'un désintérêt complet. Ce que je peux croire quand même. Là, ouais. Puis quand il est rentré au high school, un peu la fin de notre école secondaire ici, il y avait une moyenne de 83%. Tu sais, fait qu'un bon élève, là, clairement un élève avec des bonnes notes, mais pas non plus un génie, c'était pas le meilleur de sa cohorte, c'était pas, c'est ça. Aussi fait intéressant, je sais pas si ça en dit long sur son besoin de contrôle, mais il s'est aussi enseigné l'hypnose. Il sait, genre, SAIT ou il sait enseigner à lui-même? Il sait lui-même en lisant des livres. Okay, il s'est enseigné l'hypnose. Puis il a déjà fait manger du bacon cru à sa sœur en la convainquant qu'elle est un chien. OK. À quel âge, genre? Lui, il était ado, si je me trompe pas. OK. Fait que, c'est quand même de la solide hypnose, là. Ouais, OK. Tu sais, je me dis, imagine tout son succès commercial, c'est ça. C'est qu'il a rencontré, genre, les dirigeants de la NASA, puis il les a juste hypnotisés, puis il a fait, ouais, tu vas me donner le contrat, puis t'es comme, ouais, oui, OK. Écoute, peut-être que Mesmer, s'il était plus diabolique, des affaires. Peut-être que si Mesmer était plus malveillant, il serait à la place d'Elon Musk, qui sait. J'étais sûr d'une partie de sa jeunesse, là, je pense qu'on a couvert les points essentiels, mais je veux juste rajouter qu'il y a une partie de son adolescence où il est allé vivre avec son père, puis il l'a regretté parce que, bon, sans surprise, ça a été l'enfer. Il y a plusieurs raisons là, pour lesquelles il a choisi d'aller avec son père. D'une part, même s'il le détestait, il l'admirait un peu parce que c'était comme un homme fort. Il y avait un peu l'image de l'homme fort d'Afrique du Sud, un homme d'affaires. Des choses que quand même Elon Musk admirait puis je pense qu'il voulait émuler. Il y a aussi sa grand-mère paternelle qui a fait beaucoup de chantage en disant t'abandonnes ton père puis c'est pas juste qu'il y a plus d'enfants puis c'est ta mère qui a tous les enfants puis fait il y a plusieurs raisons mais il est arrivé avec son père puis ça a été super difficile puis éventuellement son frère est venu le rejoindre parce qu'il était comme je peux pas le laisser tout seul avec notre père mais il y a une question que je suis sûr qu'il te brûle les lèvres. Est-ce que c'est vrai que son père était un riche propriétaire de mine d'émeraude? Oui, je l'ai entendu quand même souvent. C'est l'affaire qu'on a entendue le plus. Puis j'ai la réponse la plus plate possible à cette question-là. C'est un petit peu, mais pas tant que ça. Oui et non. Il était un petit peu un riche propriétaire de mine d'émeraude.
c'est dur à savoir parce que y a pas, ce commerce d'émeraude-là était illégal, en fait. Fait qu'on n'a pas de source officielle. Puis la source d'Isaacson, en fait, dans la biographie, c'est Errol Musk lui-même, qui est un narrateur absolument pas fiable. Fait que Errol a jamais été propriétaire d'une mine d'émeraude, mais ce qu'il faisait, tu sais, ça on l'entend souvent, il était propriétaire d'une mine d'émeraude, ça c'est pas vrai, on sait que c'est pas le cas, mais ce qu'il faisait, c'est qu'il importait des émeraudes brutes d'une mine non enregistrée en Zambie, parce qu'il avait rencontré quelqu'un, il était pilote d'avion, Errol Musk, il avait rencontré quelqu'un dans ses affaires d'avion qui disait hey, j'ai un contact c'est ça, d'une mine illégale en Zambie d'émeraude. Fait qu'ils importaient puis ils faisaient tailler à Johannesburg en Afrique du Sud. Donc lui c'est ça, il faisait la dernière étape, il importait puis après ça il revendait les émeraudes. Puis pour, encore une fois, continuer à tracer le portrait de la personnalité d'Errol Musk, il a dit à Isaacson, je trouve ça malade parce que ça vient de lui, c'est lui qui a choisi de dire ces choses-là. Il a dit, la mine n'était pas enregistrée parce que si tu l'enregistrais, les Noirs te prenaient toutes. Comme quoi, okay. Le racisme vient vraiment des deux côtés de la famille. Là. Fait que c'est ça. Errol, lui, maintenant, il dit qu'il n'a pas fait plus que 210 000 à peu près US avec sa business d'émeraude dans sa vie. Mais on sait aussi qu'à un moment donné, il y avait une Rolls-Royce, qu'au début de la carrière d'Elon, il a donné 28 000 $ pour se partir en affaires. Puis ça, c'était bien après que sa business d'émeraude ait fini. T'sais. Fait qu'on est comme... Cet homme-là, s'il a fait juste 210 000... Il l'aurait vraiment bien il restait gardé, beaucoup d'argent. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un homme qui est riche? Je sais pas vraiment. Je pense que c'est en dents de scie, de ce que je comprends. Okay. Mais probablement plus en cause de ses problèmes de santé mentale, je pense, que ses décisions financières. Puis, tu sais, juste pour en rajouter aussi, quand Elon est à l'université, il a donné à sa blonde du moment un collier d'émeraude parce que sa mère gardait une boîte pleine de colliers d'émeraude pour ce genre d'occasion-là, quand tu voulais faire un petit cadeau. OK, fait attends, mais gardait plein de colliers d'émeraude. Ouais. OK. Fait que, tu sais, dans leur appart, il y avait une boîte pleine de colliers d'émeraude. Fait que, tu sais, comme... Mon gars, tu me dis qu'ils ont fait plus que 200 000, là. Mais c'était juste shady, puis il fallait pas que ça soit affiché trop que ça. Exact, tu sais. Puis la version d'Errol a beaucoup changé avec les années aussi. Maintenant, il dit qu'ils n'ont pas fait tant d'argent que ça, blablabla. Mais il a déjà aussi dit qu'à un moment donné, il était tellement riche qu'il avait de la misère à fermer son coffre-fort, tu sais. Puis on sait qu'il y avait des serviteurs. Puis fait que probablement qu'ils ont fait plus que ça. Est-ce qu'il était un archi-multimillionnaire? Probablement pas, mais je pense pas non plus qu'il a fait juste quelques centaines de mille avec ça. Il y a une seule certitude, en fait, c'est qu'Elon Musk déteste cette histoire d'émeraude-là. Parce que ça détruit le mythe du self-made man. Exactement. Fait que juste pour cette raison-là, moi, je pense que je vais continuer à entretenir cette version-là. Mais quand même, il y aurait... Mais à date... Genre, dans les milliardaires que je connais, c'est quelqu'un qui aurait eu le start money le plus petit, genre. Ouais. Parce que Bezos, c'est quelque chose comme 300 000 que ses parents lui ont donné. Et puis lui, c'est comme 28 000. C'est quand même vraiment pas tant que ça. Tu sais, ses parents avaient un peu d'argent, c'est ça. T'sais, on a eu le 28 000, puis je vais y venir. Il y a un peu d'autres aides financières. Mettons, sa mère a rempli ses cartes de crédit pour lui, tu sais. Mais c'est pas vrai que, tu sais, il est parti avec un seed money de genre ses parents étaient des millionnaires depuis des années, puis tout ça. Il y a rien qui indique ça, tu sais. Fait que je vais le dire avec énormément de guillemets, mais c'est peut-être un des plus self-made men parmi les grands milliardaires, mais c'est pas complètement un self-made man non plus. T'es jamais un complètement self-made man, mais oui. Donc, on arrive à la fin de la jeunesse d'Elon Musk. Je te propose que sur ce premier épisode, on s'arrête ici. Le prochain chapitre, pour vous mettre en haleine, on va parler de Elon au Canada. Parce que quand il a quitté l'Afrique du Sud, le premier pays qu'il a visité, c'est le Canada. Donc, au prochain épisode, on va découvrir qu'est-ce que le jeune Elon Musk, à l'aube de la vie adulte, est venu faire à Montréal et à Vancouver et à Toronto. Spécifiquement Montréal? Oui. Ah oui, OK. Ça, je savais pas. Okay. Je vous donne un petit scoop. La première ville où il a débarqué, c'est Montréal. Donc, on va découvrir la vie du jeune Elon au Canada. Mais pour aujourd'hui, on s'arrête. Colin, as-tu appris des choses sur Elon? J'ai appris plein d'affaires. C'était moins pénible que je pensais, pas vrai. C'est comme je suis curieux, mais il n'y a pas d'affaires méga... C'était moins douloureux. Mais c'est pour l'instant, il est une victime dans l'histoire. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Là, je suis pas en tabarnak. Non, absolument pas. Jusque-là, honnêtement, moi, j'avais beaucoup d'empathie pour Elon Musk parce que comme il est la victime d'un contexte épouvantable, c'est de la jeunesse en Afrique du Sud qui était extrêmement violente, visiblement. Il y avait des privilèges. Je pense que s'il avait été un enfant noir en Afrique du Sud, sa jeunesse aurait été encore pire, là. Mais puis d'un père, tu sais, complètement fou et abusif. Donc, pour le moment, il est une victime, mais vous allez voir, ça va changer assez vite dans le prochain épisode. Donc, Colin, est-ce que tu as
des choses à plugger, tes réseaux sociaux, où est-ce qu'on peut te trouver? Colin Boudria sur Instagram et TikTok et un peu Facebook aussi, mais oui, c'est ça. Puis sinon, Tout le monde est sur Facebook. Tout le monde est sur Les gens adorent ça. Mais oui, c'est l'endroit le plus facile de me trouver. Parfait, donc allez suivre Colin sur Instagram. Merci d'avoir été là pour notre premier épisode de Manger les riches et on se retrouve à l'épisode 2 pour parler de Ellen au Canada. Merci d'avoir écouté l'épisode de Manger les riches. C'est un épisode qui est commandité par Lux Éditeur. Oui, donc Lux Éditeur, une maison d'édition que vous connaissez peut-être, qui publie des essais à caractère progressiste. Alors, je vous encourage à aller lire leurs livres et je vous recommande particulièrement La Société de provocation de Dalia Namian, qui est un excellent complément, je pense, à Manger les riches. Aujourd'hui, on enregistre chez vous, fait que je vais pouvoir le prendre d'ailleurs. Oui. Tu vas pouvoir me le prêter. Et si vous voulez nous soutenir, j'aime mieux dire soutenir que supporter parce que sinon... C'est un anglicisme, je pense. Puis ça sonne vraiment lourd, de supporter. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez nous donner de l'argent sur quoi, Pierre? Ko-fi, ça s'appelle Ko-fi, donc ko-fi.com/manger les riches. Et vous pouvez nous laisser un pourboire à votre guise, c'est très apprécié. On aimerait nous aussi devenir aussi riches qu'Elon Musk, donc on compte sur vous. Ça va prendre beaucoup de pourboires. Sinon, gratuitement, vous pouvez aussi, si vous appréciez le podcast, vous pouvez donner 5 étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Pour vrai, ça aide beaucoup dans le recensement, dans le référencement des podcasts. Fait que merci de le faire. Vous pouvez même vous abonner sur YouTube Music si vous faites partie des 3 personnes, dont moi, qui se servent de YouTube Music. Donc, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, merci à Lux Éditeur.